On va parler d'énergie aujourd'hui. Et comme vous le savez, avec les événements qu'il y a eu cet été, la démission de Nicolas Hulot, je pense qu'il y a un certain consensus pour dire qu'il y a une urgence sur le besoin de changer de mode de vie, de système. Et en particulier sur l'énergie, il y a vraiment un consensus sur le fait que le système tel qu'on connaît aujourd'hui, la manière dont on consomme de l'énergie, dont on le produit n'est pas soutenable et qu'il faut trouver des nouveaux moyens. C'est ce qu'on entend souvent derrière le terme de transition énergétique. Il faut qu'on fasse une transition de nos systèmes énergétiques vers un système qui soit moins carboné, moins polluant et plus soutenable pour le futur. Donc on va derrière le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, derrière. Et on va parler en particulier d'innovation autour de l'électricité, bien sûr sur le thème des données. Cette transition énergétique, pour l'instant, je vais reprendre un peu l'expression de Nicolas Hulot, c'est des petits pas, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer, mais pour l'instant, ça se concrétise particulièrement par l'émergence de moyens de production d'électricité qui sont complètement décentralisés. On n'est plus dans la centrale nucléaire ou la grosse centrale thermique où on brûle du fioul pour alimenter des clients passifs. Maintenant, les moyens de production se retrouvent aussi chez le client. Le client peut avoir un panneau solaire sur son toit, une mini-éolienne à côté de lui. Il peut aussi se regrouper avec d'autres citoyens pour faire une opération d'autoconsommation. Et il peut se mettre aussi à s'intéresser même à sa consommation, pour qu'en plus de produire, il essaye de consommer au moment où il faut, pour consommer moins, pour consommer différemment. Et il peut aussi s'adjoindre des capacités nouvelles, par exemple du stockage chez lui, ou du véhicule électrique. Je dis que c'est des petits pas parce que ce n'est pas non plus tout blanc, ces systèmes-là. On sent bien que le photovoltaïque, il y a quand même des matériaux rares qui sont utilisés, le stockage aussi. Donc c'est un démarrage. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le système énergétique évolue pour aller vers un système de plus en plus décentralisé, de plus en plus chez le client. Et ça veut dire aussi qu'il devient de plus en plus flexible, de plus en plus piloté en temps réel. L'intérêt en fait, d'un véhicule électrique ou du stockage, c'est pas que le client ait simplement un véhicule électrique et puis qu'il la recharge pendant l'heure de pointe quand tout le monde est en train de recharger. On perd tout l'intérêt. L'utilité de ces mécanismes-là, c'est que les usages se fassent au moment où il y en a besoin. Et du coup, on passe dans un système beaucoup plus flexible, beaucoup plus piloté par la donnée. Par exemple, le photovoltaïque éolien, c'est super intermittent, parce que ça dépend tout simplement du soleil et du vent. Et par exemple, voilà, en fin mai, voilà la production qu'on a à supporter sur le réseau qui change forcément en fonction du soleil, en fonction du vent. Donc en violet, vous avez l'éolien et en jaune le solaire. Et de plus en plus, on est amené à faire du dispatch à l'échelle locale. Et ce dont on est persuadé dans tout ça, on a plusieurs convictions. Et la première, c'est que les données vont être un moteur important de cette transition énergétique. C'est les données qui vont faire fonctionner ça. C'est les données qui vont faire en sorte que ces nouveaux usages auront lieu au bon moment. Je pense qu'après cette introduction, il est temps quand même un peu que je me présente. Donc, je suis Fabien Coutan d'Enedis. Alors, peut-être que vous demandez aussi mais qui diable est Enedis? Vous connaissez peut-être sous notre nom précédent qui était ERDF. Enedis, c'est le service public qui s'occupe du réseau de distribution. Donc, en fait, globalement, l'énergie arrive chez vous. D'abord, il y a quelqu'un qui la produit. Il y a le réseau de transport qui le transporte sur des grandes distances à des lignes très haute tension. Et la distribution, c'est ce qui fait le lien entre le transport et chez vous. Donc, la distribution, c'est le réseau qui va des poteaux du transport jusqu'à votre compteur chez vous. Peut-être aussi que vous nous connaissez plus via le compteur qu'on est en train de déployer qui s'appelle Linky, et qui est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, vu que c'est un compteur communicant qui permet justement de connaître sa consommation et d'avoir des données autour de l'énergie. Je vous passe quelques chiffres rapides sur Enedis, mais c'est une grande entreprise qui, notamment, en ce moment, fait une transition vers le numérique, notamment grâce aux compteurs communicants. Là, en ce moment, on est à 14 ou 13 millions de compteurs communicants qui sont déployés sur le terrain et on a objectif en 2 ans d'atteindre les 35 millions, donc la totalité du territoire. Et de plus en plus tourner vers le renouvelable. Quasiment tous les raccordements qu'on a fait en production, c'est que du renouvelable. Mais je vais passer les chiffres. Pour aller au sujet d'aujourd'hui, c'est que sur les données, en fait, on a un positionnement, et ça va être important pour la suite. Pourquoi on va parler d'innovation? C'est que le positionnement de Enedis, c'est particulier parce qu'on est acteur de service public. Donc, parce que vous pourriez dire, mais pourquoi Enedis ne ferait pas tout de suite l'innovation? Pourquoi ce n'est pas nous qui déploierons, vous excuserez l'accordance des temps, mais les systèmes qui permettent de gérer finement le véhicule électrique, de gérer finement le panneau solaire, de gérer finement la consommation, d'essayer d'intéresser le client à sa consommation?
Eh bien, nous avons un positionnement particulier parce que nous sommes un acteur de service public. Donc d'une part, certes, on va mettre aux citoyens à disposition ces données. C'est la première chose, c'est évident, mais ça restera un service que je qualifierais de base. On met au citoyen, on lui donne accès à ces données. Mais il y a d'autres choses à faire sur lesquelles nous, on ne va pas aller. Et ça, c'est important de le dire, c'est que nous, on ne va pas aller dans le monde concurrentiel à proposer des services, à gagner de l'argent en essayant de vendre les données ou en essayant de proposer des services différents. Notre rôle de service public est de donner aux citoyens ces données. Ensuite, il y a les collectivités qui sont des acteurs importants comme nous de service public. On les aidera à réaliser leur mission. Et il y a tout le marché sur les données qui est très... C'est un aspect très important des données, c'est que le marché, avec l'effacement, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'effacement, c'est si typiquement un citoyen il accepte que son radiateur soit éteint pendant 5 minutes, un soir où il y a besoin d'électricité. Et ces 5 minutes provoqueront peut-être une perte de 0,5 degrés dans son habitat. Mais ce qui est important, c'est qu'en le faisant en cascade chez plein de clients, ça va nous empêcher d'avoir à importer du charbon pour alimenter ces clients-là. On appelle ça de la consommation entre guillemets négative. Et donc ça, c'est un aspect aussi dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais le marché est très consommateur en données, et là-dessus, les données sont extrêmement utiles. En fait, on va parler du dernier point. C'est que comme ce n'est pas nous qui allons révolutionner, qui allons inventer tous les services de demain pour le client, en fait, on va faire en sorte de vous permettre de le faire. D'où le titre de l'intitulé que vous avez vu dans le programme, des opportunités à saisir. Notre objectif, c'est de mettre à disposition tous les moyens pour permettre à des acteurs d'innover, de faire en sorte que le véhicule électrique se recharge quand il y a des panneaux solaires, par exemple, de faire en sorte que le client soit intéressé. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Un des premiers aspects, alors là, je ne sais pas si tu as réussi à te connecter, ça marche. Le premier point sur lequel on favorise l'innovation, ça va être sur l'open data. C'est-à-dire c'est des données publiques qu'on va mettre à disposition de tous. Là, je pense qu'on va faire le petit switch de PC. Donc, un premier point, c'est qu'on met à disposition une quantité de données. Je vais tu peux mettre le câble HDMI. Super. Voilà, donc, on va mettre à disposition une quantité de données pour qu'un acteur puisse les utiliser pour faire un service à son client. Donc on va... Vous pouvez les trouver, c'est sur notre site institutionnel, donc kennedys.fr. Et ça ne devrait pas tarder à s'afficher. Donc voilà, le premier point sur les données, c'est qu'on est embarqué dans une logique d'open data. Merci Vincent. Et on a une quantité de données qui n'est pas très connue finalement, parce que ça fait que 2 ans, 3 ans qu'on est lancé dans cette logique d'open data et qui permet d'explorer déjà énormément de choses. Par exemple, les jeux les plus évidents, c'est que simplement on va mettre à disposition la consommation d'électricité sur le territoire. Donc par exemple, si vous vous demandiez quelle était la région, par exemple, la plus consommatrice en électricité, c'est le type de données qui est disponible. Donc, par exemple, voilà, la région en moyenne par habitant, c'est la région Centre-Val de Loire qui a la consommation la plus élevée. On peut aussi zoomer si, par exemple, on veut aller dans cette région Centre-Val de Loire pour voir la décomposition par département, si on veut savoir d'où ça vient. On peut voir que, par exemple, le département de l'Eure-et-Loire est un département qui a une consommation moyenne par habitant de 6 MWh par habitant, alors que la moyenne est plutôt de l'ordre de 4,5 ou 5. On peut le décomposer aussi par les communautés qui composent cette région, ce département, pardon. Et on peut aussi, après, le décomposer en communes et même en quartiers. Donc, je vais aller directement au plus précis. Mais typiquement, vous pouvez avoir la consommation d'électricité annuelle de tous les quartiers en France. Et j'ai choisi un territoire où il y a d'autres distributeurs que nous qui intervenons, puisque Enedis distribue le réseau sur 95% du territoire. Mais voilà le type de données qu'on met à disposition, c'est que dans chaque quartier de France, vous pouvez avoir la consommation, accompagnée aussi de l'évolution qui a lieu sur ce quartier, l'évolution en nombre de sites. Et aussi, on l'accompagne avec des données pour expliquer ça. C'est peut-être simplement parce qu'il y a beaucoup de logements individuels, de maisons individuelles versus
une région urbanisée où il y a du logement collectif. C'est peut-être lié aussi aux superficies des logements ou au taux de résidence ou à l'année de construction. Donc toutes ces données déjà permettent de donner du contexte. Même chose sur la production. L'équivalent est disponible côté production et permet de naviguer sur tout le territoire français par quartier pour savoir quelle est la consommation. Quel est le quartier, par exemple, de Nantes où il y a le plus de panneaux solaires. On peut le savoir grâce à ce type de données. Donc ça, c'est des données annuelles. On a aussi des données qui sont plus dynamiques. Typiquement, vous nous épargnerez le nom assez technique. On reste une boîte, comme j'ai dit, on s'occupe du réseau, donc on reste une boîte relativement ingénieure. Mais typiquement, si vous nous pardonnez le nom, ça donne la forme de consommation, la forme de consommation en France, les points toutes les 30 minutes. Donc là, il y a beaucoup de données qui sont affichées. Mais si, par exemple, je vais sur les résidentiels, la consommation typique d'un client résidentiel, voilà la forme que ça a eue entre la journée du 23 juin, demi-heure par demi-heure. Donc voilà des données qui peuvent être utiles, par exemple, pour étalonner des modèles que des entreprises pourraient faire, ou pour expliquer aussi, pour comparer un consommateur à ce que font les autres. Et je vous laisserai aller sur notre site, il y a beaucoup d'autres données. Une des dernières, c'est autour de la cartographie du réseau. C'était un grand pas pour une entreprise comme Enedis de services publics historiques, mais on a fini par mettre en open data tout notre réseau. Donc toutes les lignes aériennes sont disponibles sur notre site open data. Donc vous pourrez voir toutes les lignes. Par exemple, on va prendre. Bon, j'ai allé au hasard et le temps que ça charge, on va peut-être pas les voir, mais on peut voir la cartographie du réseau, toutes les lignes qui sont sur le terrain, qui sont déployées, qui peuvent être utiles. Par exemple, on a parfois eu des associations de pêche ou de planeurs qui voulaient savoir où sont les lignes, parce que c'est important simplement pour prévoir où ils exercent leurs loisirs. Donc voilà un type d'usage. Celui-là est peut-être un peu moins orienté transition énergétique, mais voilà ce qui est également possible. Et je vais faire le switch pour repasser à la présentation. Donc voilà, c'est des données de contexte qui peuvent servir pour éclairer une situation un peu globale pour l'utilisateur. Super, merci. Ouais, je pensais encore sur l'ancien PC, mais ça ne devrait pas tarder. Ah, non, c'est pas le mien, ça. Ça va? OK. Il y a un autre point, c'est les données personnelles du client. Parce que c'est bien beau de lui expliquer comment ça se passe chez son voisin ou en moyenne, mais un intérêt pour le client, c'est de l'intéresser par rapport à ses propres données. Et alors là, on a beaucoup de sociétés qui ont des idées de services. Il y en a qui proposent des applis qui disent bah, si j'ai les données d'un client, je pourrais faire une application mobile pour l'aider à consommer. Peut-être je vais faire des challenges pour se comparer à son voisin. Je pourrais lui expliquer comment se décompose sa consommation. Il comprendra bien s'il consomme beaucoup à cause de son frigo, de sa machine à laver, etc. Et là où on a une position qui est un peu compliquée, c'est qu'en même temps, si vous avez entendu parler de Linky, vous avez aussi entendu parler des données et des controverses qu'il y a eu autour. Certains imaginent que le compteur Linky embarque une caméra espion ou qui nous regarde tout le temps, ce qui, pour information, est complètement faux, hein, je vous rassure. Mais du coup, il y a tout cet équilibre à trouver entre protection de la vie privée et toutes ces sociétés qui veulent innover à partir de ces données. Et en fait, le cadre réglementaire donne quelque chose de très simple. Il suffit que le client donne son consentement. Ça a l'air bête dit comme ça, mais il suffit de le faire dans les règles de l'art. Il faut que le client ait effectivement demandé le partage de ses données et il faut mettre en place tous les moyens pour qu'un client soit en maîtrise de ses données et que quand il y a quelqu'un qui souhaite faire un service à partir de ses données, il faut juste que le client en ait pleinement conscience. Donc c'est les API que nous allons mettre en place et qui va permettre à tout acteur, à partir d'une décision du client, d'obtenir ces données pour lui proposer un service. Globalement, le nom, on n'a pas fait dans l'originalité, c'est Data Connect. Et n'importe quelle entreprise qui veut proposer un service énergétique à partir d'un client, après avoir signé un contrat, montrer patte blanche, ce n'est pas non plus ouvert à tous les vents,
Il a accès à des API qui sont basées sur le protocole standard OAuth 2, je ne sais pas si vous le connaissez, mais du coup, l'utilisation d'un standard fait que finalement, c'est très simple d'utilisation. C'est les mêmes protocoles qui sont utilisés quand vous acceptez, par exemple, que votre système Nest communique avec vos ampoules Hue, ou que il y avait un service français là, qui analysait vos mails pour ressortir les trains que vous aviez en retard et qui vous proposait de faire des remboursements. Donc c'est un système d'autorisation. Cette société, MyFox, je crois, qui n'existe plus, qui proposait de simplifier le remboursement des trains en retard, vous lui donnez accès à vos mails pour qu'elle recherche tous les trains que vous aviez pris avec ce protocole. Donc c'est un protocole répandu qui est très simple. Et le cœur de ce système, c'est que le client va pouvoir, de manière maîtrisée, en comprenant ce qu'il fait, donner son consentement pour le partage de ces données. Et ces données, c'est tout simplement sa consommation par jour et aussi sa consommation, si le client le souhaite, par demi-heure. Et donc, avec ces données-là, on a beaucoup d'entreprises qui imaginent proposer des services. Et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, le premier, c'est peut-être le plus évident, mais c'est du suivi. Par exemple, on a une association de panneaux, une association base de données photovoltaïques qui va proposer à ses membres, vu que c'est une association, de suivre leur consommation photovoltaïque, de se comparer à ses voisins et de voir si le rendement de leur installation est bon. Voilà ce qui est possible. Finalement, en un clic, le client autorise cette association à accéder à ces données. On a aussi des applications qui se proposent, là c'est l'exemple d'Homefriend par Veolia, qui propose de faire un suivi gaz, électricité et eau au sein d'une même application grâce au compteur communicant. Ça peut être de l'analyse. Il y a certaines startups qui proposent de décomposer finalement cette consommation journalière en se disant, parce que Linky n'enregistre que la consommation totale du foyer, il n'y a pas des prises sur chaque équipement, et bien une startup avec des algorithmes qui essayent un peu de déterminer est-ce que ça provient plus de ça, est-ce que finalement ce n'est pas le frigo qui a besoin d'un dégivrage ou d'autres choses de ce type. Du coaching aussi, on a vu un projet de chatbot qui propose de faire un coach je crois que c'était en une semaine, à partir des données Linky. On donne l'autorisation à ce coach. Et du coup, sur Facebook Messenger, bon, ils auraient peut-être pu trouver quelque chose d'autre, mais en tout cas sur Messenger, ce chatbot nous interpelle pour nous dire hier, vous aviez consommé autant, c'est peut-être plus que la modification des autres Français. Et du coup, c'est un nouveau mode d'interaction pour s'intéresser à son énergie. Il y en a d'autres qui proposent aussi de l'optimisation tarifaire. Par exemple, avec les données, je vais pouvoir vous dire, est-ce que cette option heure creuse, elle est bien pour vous? Est-ce que l'option heure creuse souple week-end que les fournisseurs commencent à proposer, est-ce que c'est celle qu'il vous faut? Ça vous permettrait de réduire votre facture ou pas? Et aussi, est-ce que vous pouvez aussi changer de fournisseur? On en a aussi d'autres qui proposent des jeux carrément. Donc là, c'est eGreen, c'est une start-up qui propose de dépolluer une île à partir de Blue Point. Et ces Blue Point, on les gagne en résolvant des challenges dans la vraie vie. Donc on gagne tant de Blue Point parce qu'on a, d'une semaine à l'autre, réduit la consommation de veille, celle qui est mesurée pendant la nuit. Et on a réussi le challenge, on gagne des points et ça nous permet de dépolluer une île. Donc tous ces exemples pour montrer qu'il y a beaucoup d'idées qui arrivent, des challenges aussi, où vous connaissez peut-être le défi famille énergie positive, qui met en défi différentes familles pour qu'elles consomment le moins possible. Donc avec ça, avec les données Linky, c'est possible, sans avoir d'équipement à installer chez le client. Parce que peut-être que certains connaissent déjà ce type de service, et effectivement, ils ne sont pas nouveaux. Hein. Certains existent déjà, c'est pour ça que j'ai des captures alors que les API ne sont pas sorties. C'est juste qu'elles s'appuient sur de l'équipement qui se branche à la maison. Donc il faut que le client achète par exemple une box supplémentaire, achète des prises connectées, fasse venir un installateur chez lui. Et ce que change Linky, c'est que tout simplement, ce capteur il est installé chez tous les consommateurs et permet à un client, sans avoir installé de nouveaux équipements, de partager ses données. Il y a peut-être une question que vous alliez me poser, c'est mais quel est le prix de ça? Ça fait partie de la mission de service public. Donc ces API ne sont pas facturées ni au client, ni à la société qui utilise ces données. Tout se passe autour de cette étape centrale un peu du consentement, qui est l'acte positif par lequel le client dit « Ok, je vais partager mes données ». Il y a un dernier moyen aussi que je vais mentionner, je vais revenir quand même sur l'équipement. C'est parce que pour des raisons de protection de la vie privée, les données qu'on peut obtenir via Linky, c'est des données qui sont au plus fin possible, c'est toutes les demi-heures.
Donc peut-être qu'il y a des services qui auront besoin d'avoir des données beaucoup plus fines. Et là, c'est possible. C'est depuis le compteur, depuis les anciens compteurs, donc c'est même pas lié à Linky. N'importe qui peut brancher un équipement sur les compteurs. Donc c'est un nom barbare comme à notre habitude, ça s'appelle la téléinformation client. Mais donc depuis des années, n'importe qui peut brancher un équipement sur le compteur et ça permet que le compteur déverse toutes les données en local à une fréquence beaucoup plus fine. Là, c'est toutes les 2 secondes et c'est du temps réel. Donc ça existe toujours. Avec Linky, bien sûr, on n'a pas supprimé ça. Les spécifications de cette interface sont disponibles en ligne. C'est juste des signaux électriques. Il suffit vraiment juste de brancher un équipement. Ce qu'on a changé avec Linky, c'est qu'on a rendu plus facile d'accès. Parce que cette téléinformation client avec les anciens compteurs, il fallait quand même dévisser un petit truc, brancher 2 câbles, donc il y a l'installateur qui devait venir. Et avec Linky, on peut tout simplement, il y a un emplacement qui est réservé pour pouvoir brancher un module. Les spécifications sont bien sûr également disponibles. Et du coup, ça devient plus facile pour le client d'installer un module local qui lit les données à partir du compteur. Et après, à partir de ça, il suffit de brancher, soit de faire communiquer ça par exemple en Wi-Fi ou en Zigbee ou en ce que vous voulez, et vous pouvez le faire communiquer avec Internet pour que le client ait chez lui des données plus fines en temps réel. Donc, c'est 3 exemples finalement sur lesquels on met à disposition les données pour que chacun puisse innover. Donc l'open data, c'est disponible depuis 3 ans, on continue à l'enrichir. Bien sûr, on a des progrès à faire, on a des choses à améliorer. Les règles de secret statistique aussi imposent, par exemple, qu'une toute petite commune, bien sûr, si dans une commune, il y a un seul client, on ne va pas, je crois vous reconnaître du coup, s'il y a une commune avec très peu d'habitants, clairement, on ne va pas mettre la consommation des habitants parce que ça dévoilerait des informations sur la vie privée. Donc, il y a des mécanismes de protection qui font que les données sont parfois masquées, mais on continue à l'enrichir, à trouver d'autres méthodes d'anonymisation pour qu'il soit de plus en plus riche. DataConnect, c'est des API qui sont disponibles en fin d'année et qui permettront à qui le souhaite d'inventer des nouveaux services. Je vous ai donné des exemples, mais je pense qu'il y a encore plus à faire. Enfin, c'est une conviction personnelle, plus à faire autour de la production décentralisée, des véhicules électriques. Mais c'est vrai qu'il y a cette première étape qui est de la sensibilisation, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de services qui se proposent déjà de sensibiliser, vu que c'est la première étape. Par le jeu, par le défi entre voisins, déjà d'intéresser les consommateurs à leur consommation avant d'aller plus loin. Et les données locales qui sont disponibles sur le compteur. Donc ça, c'est disponible pour tous ceux qui ont une idée qui va révolutionner le monde de l'énergie dans quelques années. Donc je laisse un peu de temps pour les questions. Il me reste 4 minutes. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. Alors, oui. Alors sur la question, est-ce qu'on a des données sur les consommations électriques des entreprises? Alors les entreprises, côté Open Data, c'est effectivement des données disponibles. Et même quand c'est des données annuelles, elles sont disponibles sur tout le territoire. Donc même s'il y a une commune où il y a quelques entreprises, même s'il y en a 2 ou une, c'est affiché. Et votre question porte peut-être sur les données plus individualisées. Alors en Open Data, vous avez par quartier, donc les par MyIris. Vous avez tous les détails des consommations des entreprises et c'est séparé par secteur d'activité. Pas non plus jusqu'au code NAF où il y en a 25 000, là, mais selon les 5 secteurs d'activité retenus par le gouvernement et par les autres acteurs du secteur, résidentiel, tertiaire, agriculture, industrie et autres, je crois. Je crois que c'est ça. Et effectivement, dans quelques années, la décomposition va aller plus bas dans les codes NAF pour être plus précise que ces 5 secteurs d'activité. Et aussi les compteurs des entreprises, donc ce n'est pas des Linky pour les entreprises, c'est des compteurs différents, mais c'est les mêmes systèmes qui existent. Il n'y a pas d'API, mais il y a des systèmes différents. C'est des systèmes différents, plus historiques. Donc à l'époque où il n'y avait pas encore de OAuth 2, donc c'est des systèmes différents qui permettent d'interroger les compteurs des entreprises une fois qu'elles ont donné leur accord. Oui. Alors la question était sur les accès aux données que j'ai montré la partie DataVis. Est-ce qu'il y a des accès plus directs, type API, je pense, ou téléchargement de fichiers? En fait, effectivement, je vous ai montré la partie entre guillemets institutionnelle de l'open data, qui est plus organisée sous forme de DataVis.
Mais à côté, on a un autre site qui a toutes les données sources qui alimentent ces data viz, et c'est data.enedis.fr. Et il y a un accès via API, par téléchargement, dans une multitude de formats. Les données cartographiques, vous retrouverez tous les standards de pardon, les données cartographiques, vous trouverez tous les standards de carto qui sont disponibles au téléchargement et en API. Donc oui, c'est possible en accès direct et sans créer de compte, c'est données publiques. Donc il n'y a pas d'autorisation, il n'y a même pas de création de compte, c'est données directement accessibles. Il y a une question sur les zones grisées qui peuvent apparaître sur le territoire. Enedis, en fait, n'est pas le seul distributeur d'électricité en France. On est responsable de 95% du territoire. Et dans les 5% restants, mais je ne crois pas que ce soit le cas de Chartres, donc ça devait être juste le temps que ça charge, je pense. Hein. Et dans 5% du territoire, c'est les communes elles-mêmes qui gèrent leur réseau d'électricité. C'est les ELD, les entreprises locales de distribution. Donc c'est parfois des petites ou des grosses. Il y a par exemple à Grenoble, Gaz Électricité Grenoble, ou à Metz, URM Metz, qui gèrent de manière différente, sans passer par Enedis, leur réseau. Voilà. Et donc, effectivement, on n'a pas accès aux données de ces distributeurs. Par contre, ce qu'on a fait, parce qu'on est conscient de la difficulté que ça peut poser à certains acteurs qui sont nationaux, ces distributeurs, quand même, il y en a un plus 120 autres. Pour les 5% du territoire, il est divisé en 120 entreprises locales. Et on a mis en place un guichet unique. Donc, c'était l'année dernière, en septembre dernier, qui s'appelle l'agence ORE, opérateur de réseau d'énergie, qui permet de simplifier ça. Donc, si par exemple un acteur a une demande sur tout le territoire, cette agence prend les données d'Enedis plus celles des 120 ELD pour les regrouper ensemble. Et typiquement, les données en open data, les trous qu'il y a sur la partie Enedis, il n'y aura pas ces trous sur le site de l'agence ORE, qui est une association de services publics qui a été créée par tous les distributeurs d'électricité et de gaz en France. Oui. Alors, deux questions qui sont très pertinentes. La première, c'est pourquoi nos données sont aussi vieilles sur l'open data. Alors, effectivement, je la résume comme ça. Hein. Les données, en fait, la plupart du territoire n'est pas télémesuré, donc est mesuré à partir de relèves faites à pied par les techniciens, par des techniciens. Donc, déjà, il faut attendre quelques mois pour que tous les points soient relevés pour reconcaténer les profils. Mais cela dit, je suis d'accord qu'en septembre 2018, on pourrait avoir les données 2017, ce qui n'est pas le cas. Et ce qu'on s'est fixé, c'est en juin, en fait. C'est juin la date à laquelle, normalement, on met à jour les données. Et pour cette saison-là, on est en retard, parce qu'on a aussi fait des travaux sur la thermosensibilité et qui nécessitent des ajustements. Donc c'est dans quelques semaines seulement, mais effectivement en retard cette année, que les données 2017 seront disponibles. Et la deuxième question sur la cartographie du réseau, effectivement, on n'a mis en ligne que l'aérien pour l'instant. Déjà parce que c'est du patrimoine visible. Alors pourquoi pas le souterrain? Alors, il y a dans le système des collectivités, il y a des obligations, notamment de déclaration de travaux, au moment, par exemple, de percer les voiries. Or, les données dont on dispose ne sont pas toutes, sur tout le territoire, précises au mètre près, parce qu'on n'a pas encore réenlevé toutes les voiries dans tout le territoire. Et une des grosses limites qu'on a traité avant de mettre en place ce souterrain, c'est d'éviter que les données servent pour les travaux et d'éviter que le système amène à des soucis, parce que quand on creuse au mauvais endroit, il peut y avoir des risques graves. Mais c'est en cours. Clairement, on pense au simple disclaimer qui dirait n'utilisez pas les données pour faire ça. On ne sait pas si ça va suffire. Mais on y réfléchit et c'est possible que dans quelques années, quelques mois, on puisse changer sur ce sujet-là, en trouvant les bonnes protections pour ne pas créer plus de soucis qu'en résoudre. Ce qu'on voulait faire aussi, c'était voir si sur l'aérien, il y avait déjà aussi une appétence et des cas d'usage qui émergeaient avant de se lancer dans
un sujet sur lequel on voit beaucoup de soucis pour le souterrain. Je crois que j'ai dépassé mon temps. Ok. Oh bah, je prendrai la question. Oui. Alors, la question porte sur l'évolution des réseaux, finalement, de tous les mécanismes qu'on met en place sur les réseaux pour qu'ils deviennent plus intelligents. Donc, ce n'est pas une évolution qu'on mène en interne. Notamment, on est embarqué dans une logique d'open innovation. On s'appuie sur des startups, des idées qui viennent soit de l'interne lors de hackathon ou soit de l'externe de startups. Donc non, c'est quelque chose qu'on co-construit. Vous verrez, par exemple, tous les ans, il y a le concours Smart Grids justement pour trouver les futures innovations qui nous permettront de gérer le réseau plus intelligemment. Mais il y a d'autres initiatives, mais je pense notamment à celle-là. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.